Intelligence artificielle en santé. Aujourd'hui, j'aimerais dire bonjour et merci à tous d'être ici présents. Nous sommes, comme d'habitude, également diffusés live sur Facebook. Bonjour Facebook. Merci de partager vos questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Et pour vous tous ici en salle aussi, évidemment. Aujourd'hui, on a une présentation spéciale de quelqu'un du CHUM, Dr. Michael Chassé. Alors, intensiviste au CHUM, chercheur du Centre de recherche du CHUM, responsable scientifique de Citadel, ainsi que professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Donc, merci d'accueillir chaleureusement Michael Chassé. Que je mette entre les lignes jaunes. Alors, bonjour. Merci tout le monde d'être là en grand nombre. Donc, merci pour l'introduction. Donc, premièrement, je m'excuse pour l'accoutrement. Comme vous l'avez dit, je suis médecin et je remercie mes collègues qui me couvrent pendant ce midi-conférence. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de présenter une initiative qu'on a développée au Centre de recherche et au CHUM pour aider la science de la donnée en santé, incluant les activités en lien avec l'intelligence artificielle, mais aussi toutes les activités de recherche qui nécessitent des données en santé. Premièrement, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, ni potentiel, ni avéré. Donc, l'objectif vraiment de la présentation aujourd'hui, c'est de présenter ce qu'on appelle le Centre d'intégration et d'analyse en données médicales du CHUM, appelé amicalement et affectueusement Citadel. Je vais vous parler un petit peu de la méthodologie derrière le truc. On va vous parler des données qui sont disponibles selon certaines réglementations, bien sûr, le format de ces données-là, puis comment est-ce qu'on peut y accéder pour ceux qui veulent faire soit de la recherche ou des activités d'amélioration de la qualité des soins. Premièrement, un gros merci à l'équipe. Citadel, ce n'est pas une personne, mais c'est vraiment une équipe. On a des ingénieurs de données, des data scientists, des biostatisticiens, des agents administratifs, donc une grande équipe qui travaille d'arrache-pied pour que tout ça devienne possible. Je remercie aussi le support indéfectible de plusieurs personnes au centre ici, dont Fabrice Brunet, notre PDG, Vincent Poitou, directeur du centre de recherche, Carole, qui a cru au projet depuis le début, Carole Jabet, l'équipe des technologies de l'information du CHUM. Ce genre de projet-là est impossible sans voir la collaboration d'un établissement, surtout au niveau informatique. Et Mme Jeanne-Évelyne Turgeon, la direction de la qualité, évaluation de performance et éthique. Donc, c'est quoi notre stratégie? Dans le fond, on cherche une stratégie pour améliorer les soins aux patients et la recherche en santé. Puis, en 2019, ce qui est l'art, ce qui est important pour faire ce genre de projet-là ou pour améliorer les soins, oui, il y a les essais cliniques, mais aussi avoir accès à des données. Donc, ce qu'on a créé, c'est quelque chose qui permet un accès facilité à la donnée, à beaucoup de données variées de différentes sources, donc de grande quantité, la plus grande qualité possible, donc qui se rapproche le plus possible du patient, donc de la réalité de ce qui est arrivé dans l'hôpital, et idéalement le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé tout. Ce qu'on a remarqué, c'est que localement et dans notre réseau, on avait plein de gens qui avaient des formations ou qui avaient de l'expertise, puis on les a rassemblés dans une seule équipe. Donc, les spécialistes en manipulation de données, en biostatistique, on a un mathématicien, on a rajouté des gens qui connaissaient l'apprentissage machine, l'apprentissage profond maintenant. Puis, de façon parallèle, on a mis un groupe de travail. On a créé un groupe de travail pour comment est-ce qu'on fait pour donner accès à ces données-là? Qui peut y accéder? Comment? Pourquoi? Donc, bref, créer un cadre de gouvernance et toutes les procédures associées pour que le tout soit fait dans les règles de l'art. On va y revenir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé, donc on n'a rien inventé. On a juste réorganisé ce dont on avait déjà accès. Je m'explique. Présentement, à l'hôpital, on peut se connecter au dossier médical via un système électronique, puis on peut aller questionner, pour des raisons cliniques, des données de malades. Un patient à la fois. Ces données-là sont à quelque part dans l'univers. Okay? Par contre, si on veut faire des analyses qui incluent 1 million de patients, 2 millions de patients pour savoir c'est quoi la meilleure pratique, ou est-ce que ce que je fais localement, c'est bien, ou est-ce qu'un groupe fait les meilleurs soins possibles. Ou à l'inverse, si un chercheur a une question de recherche, présentement, avant Citadel, la majorité du temps, c'était des revues de dossiers manuels. Donc, on avait une infirmière qui allait un dossier, qui ouvrait les dossiers puis qui allait chercher les données une à une. Donc, on n'invente pas la donnée. Tout ce qu'on fait, c'est réorganiser le tout pour être capable de l'utiliser efficacement. De la même façon, on centralise l'accès pour qu'il y ait une seule
personne ou une seule point de contact pour avoir accès aux données. Puis qu'après ça, nous, Citadel, on va s'occuper de faire toutes les liaisons possibles, trouver la donnée, elle est où, et on va y revenir dans un instant, plutôt que de refaire les 12 travaux d'Astérix à chaque fois qui sont, bon, premièrement, telle variable, elle est à quel endroit, qui est-ce qui peut me répondre, comment je fais pour y accéder, puis être obligé de refaire ça à chaque fois qu'on a besoin d'une variable. Ce qu'on a créé, ça s'appelle un lac. Okay? Je vais passer quelques diapos sur c'est quoi un lac, autre que le truc qu'on nage dedans. Vous êtes probablement familier avec le terme base de données, ou cube de données, ou feuille Excel, ou base de données Access, ou des trucs comme ça. Ça, c'est un système habituellement, tous ces synonymes-là que j'utilise, qui servent à répondre à une question précise. Okay? Donc, pour un projet précis ou pour faire fonctionner tel système dans un hôpital. Donc, c'est vraiment dédié à quelque chose. Habituellement, le système n'est pas créé pour répondre à des questions qu'on n'avait pas pensées au moment où le système a été inventé. Okay? Ensuite, vous avez probablement déjà entendu parler de quelque chose qui est un entrepôt. Un entrepôt, c'est quoi? C'est, on dit, bon, moi, je veux que l'âge soit à tel endroit, le sexe à tel endroit, les laboratoires à tel endroit, puis on cartographie juste certaines données médicales. J'en parlerai pas plus, parce que ce n'est pas ça qu'on a fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est un lac. Un lac, c'est une espèce de ramassis que j'appelle amicalement, amoureusement, même un dompe, où on prend toutes les données qu'on trouve, on les met à un endroit pour être capable de les interroger. Okay? On ne change pas la donnée, on la garde identique, peu importe sa langue, peu importe son format, okay? Pour être capable de l'utiliser à la demande, selon la question, et être capable d'adapter nos questions aux besoins. Donc, si on la transformait, puis on la nettoyait toute, ce qui arrive, c'est qu'on perd de l'information, puis des fois, ce qu'on enlève, 5 ans plus tard, on se rend compte « Ah, je n'avais besoin. Okay? » Puis là, il faut recommencer, il faut aller la rechercher, puis il faut recommencer les travaux à chaque fois. Dans un lac, on prend la donnée comme elle est, puis on l'organise. Ce que ça permet aussi, c'est d'éviter les silos. Présentement, dans un hôpital, chaque système est une compagnie différente, okay? Avec un langage différent, et ils ne se parlent pas, sauf exception. Okay? Donc, si je veux utiliser des données qui viennent du système A, B, C, D, E, ben, je ne peux juste pas. Okay? Sauf de façon manuelle, très ardue, ou juste carrément d'aller ouvrir le système, prendre la donnée, la mettre dans mon fichier Excel, fermer le système, ouvrir l'autre et recommencer comme ça. Le lac permet de faire des connexions directes entre les systèmes. Je vais y revenir. Le lac, on ne le traduit pas d'avance. Donc, l'analogie que je dis, c'est qu'on a de l'anglais, du français, de l'espagnol, de l'italien dedans. Mais si j'ai quelqu'un qui parle l'allemand, bien là, je vais traduire juste en allemand les données que j'ai besoin au moment où j'ai besoin de traduire en allemand. Je ne vais pas tout traduire en allemand, puis en anglais, puis en français, puis dans toutes les langues au début. On le fait juste à la demande. Donc, c'est la même chose avec les langages informatiques. Les données sont pures, okay? Le plus possible. Pas tout le temps, là, vous allez voir, mais le plus possible. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller réextraire une valeur de laboratoire dans le dossier médical, bien, je prends carrément la valeur de laboratoire qui est sortie de la machine. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Okay? Donc, le plus proche possible de d'où est-ce que la donnée a été créée. Adaptable. Les technologies changent dans le temps. Si on se restreint à une technologie, après ça, dans 2 ans, il faut recommencer. Dans 3 ans, il faut recommencer. Donc, on met quelque chose qui est agnostique à la technologie que je vais utiliser pour faire mes analyses puis mes enquêtes. Flexible aussi, processing, je le chose. Culture. Ça, c'est super important. Il faut changer la culture si on veut utiliser un lac de données. Un entrepôt, le principe, c'est qu'on prend la donnée, on la nettoie, on la transforme, on la définit, puis elle devient propre, puis on peut l'utiliser directement. Ou une base de données ou ce que vous êtes habitué. Dans un lac, ce n'est pas ça du tout. Dans un lac, la donnée est comme elle est. Vous allez voir dans le format où elle est et tu dois dealer avec, comme elle est, au moment où tu veux l'utiliser. Donc, il ne faut pas s'attendre, quand on interroge un lac, à avoir quelque chose de tout propre, tout beau, tout de suite. Donc, la culture, c'est qu'il faut s'attendre à travailler un peu plus au moment où on l'interroge. Vous allez dire, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que vous allez voir, on a des centaines de milliers de variables présentement, des données à plus savoir quoi en faire.
Mais là, si on veut l'avoir, on peut tout de suite aller la trouver. Puis là, on va travailler pour la transformer. Tandis que si je fais juste les prendre une à une, bien, dans 2 ans, je vais en avoir juste trouvé 200 sur les 100 000. OK? Puis si jamais je n'ai oublié 100, bien, il faut recommencer. Puis les projets ne sont pas faisables, sauf en prenant plusieurs années. OK? Puis c'est clairement le prototype. C'est sûr que les gens qui font du big data dans la salle vont dire qu'il y a d'autres technologies encore plus avancées, mais c'est vraiment le prototype de comment on peut faire du big data. Okay? Donc, parce qu'on a vraiment accès à tout. Donc, ça, c'est ce qu'on a créé de façon schématisée. Vous avez les données des différents systèmes sources, okay? Peu importe leur langue. On les amène à un endroit. Amener à un endroit, ça ne veut pas dire qu'on les copie toutes. Certains systèmes, on les copie directement pour pouvoir les manipuler. Certains autres systèmes, on met des pointeurs et on va chercher la donnée dans les systèmes sources juste quand on en a besoin. Ce qu'on transfère ici, c'est des métadonnées dans certains cas. Les métadonnées, c'est la table des matières. Bon, je veux le rayon X de tel patient. Bien, j'ai la table des matières pour savoir il est où, puis après ça, je peux aller le rechercher. Okay? Donc, ça, c'est le travail qu'on va faire pour les données plus grosses. Sinon, les systèmes qu'on peut transférer, on les amène ici. Okay? Fait que là, on se retrouve dans ça, avec plein d'affaires qui ne se parlent pas encore. Après, ce qu'on fait, vous avez les ronds jaunes. J'ai un clinicien qui veut savoir s'il a l'infarctus du myocarde. Puis il va me dire qu'est-ce qu'il a besoin comme information, quel laboratoire, quelle mesure. Puis on va lui créer un schéma qui va pointer vers les éléments qu'il a besoin là-dedans. Okay? Après ça, on peut désidentifier, on enlève toutes les données patients nominatives. Et là, après ça, le chercheur, il n'a pas accès aux données nominales, il n'a pas accès à tout le reste. Il n'a qu'accès aux choses qu'il a le droit, si c'est un chercheur, pour faire ses analyses. Ou l'hôpital n'a pas besoin de chercher dans les 120 000 variables où est-ce qu'elle est son information. Nous, on le sait déjà, on leur crée un schéma, puis ils peuvent faire leurs analyses là-dessus. De façon plus détaillée, c'est ce qu'on a inclus pour le moment. Donc là, on a inclus tous les systèmes de chirurgie, les systèmes de laboratoire, les systèmes d'imagerie. Pour ceux qui connaissent OASIS, donc c'est notre dossier médical, donc tout ce qui transige OASIS, on l'a cartographié, mis dans le lac. Le système de pharmacie, on travaille présentement sur les systèmes de gestion en prévisionnement, c'est pour ça que c'est en italique, finance. Des chercheurs qui ont des bases de données indépendantes peuvent les amener après autorisation dans Citadel, puis on peut bonifier leurs données s'ils ont l'autorisation de le faire. Très important, s'ils ont l'autorisation de le faire. Ça se fait, mais il faut toujours s'assurer que ça se fait dans les règles de l'art. On a même des données génomiques, des données de biobanque reliées. Mais reliées ne veut pas dire qu'on les a utilisées. Ça veut juste dire, si jamais on a l'autorisation pour l'utiliser, pour faire une étude, c'est là et c'est prêt. Puis, quelque chose de majeur, c'est qu'on s'occupe de la gouvernance aussi. Donc, si vous passez par nous pour avoir accès à ces données-là, on s'assure de la conformité, les règles d'accès sont respectées, on s'occupe de la désidentification, que toutes les procédures sont respectées. On va revenir sur la procédure vers la fin. Là, on va encore plus profond. Ça ressemble à ça un peu. Là, présentement, j'ai mis plus grand, j'ai arrêté de compter il y a quelques mois de ça. Ça date à peu près du mois de décembre, parce qu'à un moment donné, on devient tellement de données que tu ne sais plus exactement comment tu as de variables dans ton truc, combien tu en as. Okay? Puis juste faire le compte de tout ça, ça devient un peu... C'est trop long, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, on a plus que 8000 tables, plus de 125 000 de variables. Le C++6, c'est rendu 8 terabits structurés. 1 terabyte, c'est 1000 gigabits. Donc, les bases de données qu'on est habitué de travailler habituellement en recherche, on parle de 1 mégabit, 2 mégabits, 10, 20, 100, quand on a vraiment un gros projet, mégabits. Ça, on parle de 1000 fois 1000 fois 8. Okay? Puis ça, c'est juste la partie structurée. Structurée, ce que ça veut dire, c'est qu'on a créé un rond jaune que j'ai parlé tantôt. Okay? Puis qu'on sait exactement c'est où, comment c'est organisé, puis déjà pré-mâché. On a d'accessibles, donc hors de ce schéma-là, plusieurs
pétabytes. Donc, les pétabytes, c'est un autre 1000 fois de terabytes. Ça, c'est les images, les PDF, les ECG, qui, bien sûr, ça reste dans les systèmes de l'hôpital, puis on va chercher les choses à la demande. Donc, les imageries, les scans, ces trucs-là. Puis après ça, la limite, c'est notre imagination, puis ce qui est légal. Là. On peut amener à peu près n'importe quelle donnée qui existe. On pourrait, en théorie, les relier, mais ça, c'est la technologie qui le permet. Est-ce qu'on le fait? Pour l'instant, on le fait seulement avec les bases de données de recherche qui ont l'autorisation. Bon, bien sûr, on a des systèmes pour gérer tout ça. Je vous parle des détails, mais on a eu le support de la Fondation du CHUM pour acquérir certains serveurs qui nous permettent de gérer toutes ces données-là. Pour ceux qui font de l'apprentissage machine, vous allez dire qu'on ne peut pas vraiment en faire à grande échelle avec ça, mais ça nous permet quand même de tester nos codes. Ça nous permet aussi de faire de l'apprentissage machine sur des bases de données qui ont du bon sens, qui ne sont pas trop grosses. Puis, nous, on les utilise surtout, on appelle ça des GPU, c'est des Graphical Processing Unit. On les utilise surtout pour carrément faire du calcul mathématique. Donc, les types de données, j'en ai parlé un petit peu. Ce qui s'en vient, qui n'est pas encore, intégré, c'est qu'on travaille pour avoir les données en temps réel. Présentement, on a accès au système de l'hôpital, à peu près en temps réel à la demande, mais là, on travaille sur les signes vitaux, ECG, pression artérielle, les ventilateurs mécaniques, tout ce qui est ce qu'on appelle du live data feed, là. C'est une autre magnitude de taille de données aussi à gérer. Donc, c'est un apprentissage aussi, même pour nous. Puis, quand on regarde dans la littérature, comment faire pour gérer ce genre de données-là en temps réel, on ramasse dans le domaine de la recherche en big data. Donc, on collabore à ça aussi. Donc, on voit un concept de tout est là. On se pose plein de questions. On dit, bon, c'est le fun, on va pouvoir y répondre. Mais il y a des règles, puis il y a des procédures à respecter. Donc, on dit une forteresse ouverte au monde de la santé, mais ouvert ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles pour que ça soit possible. Donc, on a développé le cadre de gestion du Centre d'intégration et d'analyse des données médicales du CHUM. Je vous présente le cadre de gestion recherche parce que c'est des règles plus sévères et différentes de quand c'est utilisé pour des besoins hospitaliers. Parce qu'un hôpital peut regarder les données pour améliorer le fonctionnement de son hôpital. Moi, je ne m'en occupe pas. C'est vraiment l'hôpital qui gère ça. Nous, on s'occupe du côté recherche. Ceci étant dit, l'hôpital a accès à tout ça, s'ils veulent travailler avec. Donc, premièrement, on a des niveaux de risque. Chaque type de question, chaque accès, on classifie les risques, donc faibles, modérés ou élevés. Donc, un exemple, les risques élevés, c'est qu'il y a des identifiants suffisants pour identifier quelqu'un. Donc, on comprendrait qu'une demande à risque élevé, ça ne veut pas dire qu'on va la refuser, parce qu'il y a des raisons parfois pour lesquelles les gens pourraient avoir accès à des données nominales, mais c'est sûr que ça reste chez nous. Puis, il y a des procédures beaucoup plus importantes de sécurité que quelque chose qui est à risque faible. Quelque chose à risque faible, c'est des moyennes. Vous voulez savoir, il y a eu combien de patients qui avaient telle maladie, mettons un infarctus. Bien, si je vous dis qu'il y en avait 222 344, on ne peut pas identifier un patient avec ça. Okay, donc, ça, c'est à risque faible. Les gens peuvent partir avec ces informations-là. Puis après ça, il y a le risque modéré. Ça, c'est au cas par cas. Il faut évaluer. Bon, on ne sait pas le nom, le prénom, l'âge, le sexe du patient, mais là, la personne m'a demandé plein de choses que si je les remets ensemble, on pourrait éventuellement, théoriquement, réidentifier un patient. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut évaluer ce risque de réidentification-là, puis agir en conséquence. Donc, quand on est à risque élevé, tout reste chez nous. Et si les chercheurs n'ont pas l'autorisation de voir les noms, c'est seulement les utilisateurs autorisés de Citadel, pour l'instant 5 personnes qui ont accès aux données nominales pour faire le travail de nettoyage puis de liaison. C'est eux autres même qui vont faire l'analyse pour être sûr qu'il n'y ait pas de bris de confidentialité lorsque c'est nécessaire. Là, je dis que c'est théorique parce qu'on n'a encore aucun projet qui a demandé ce genre de niveau-là. Okay? Parce qu'on trouve toujours une manière d'être capable de désidentifier les données pour l'instant.
Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, qu'on ne sera pas capable, mais pour l'instant, on a toujours trouvé une façon de désidentifier les données pour pouvoir faire des analyses. Risque modéré, les chercheurs peuvent accéder aux données après l'autorisation éthique et tous les autres éléments que je vais mentionner, mais localement chez nous. Donc, ils viennent dans nos murs sécurisés, ils font l'analyse qu'ils ont le droit de faire, et nous, on vérifie que le résultat, il n'y a rien de nominal non plus, et ils peuvent sortir avec le résultat, mais pas avec la donnée. Et quand c'est à risque faible, là, on peut leur fournir une coupe de données carrément pour que les gens puissent travailler dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas nouveau, ça. Les projets de recherche, souvent, c'est comme ça que ça se fait, parce que les données sont déjà dénominalisées, puis les chercheurs ont déjà leur base de données pour faire des travaux dessus. Okay? Donc, on ne va pas changer les règles en place. C'est juste que certaines données qu'on a accès pourraient avoir des informations nominales, donc on doit prévoir le coût pour être sûr qu'il n'y ait pas de bris de confidentialité. C'est quoi les besoins minimaux au plan légal pour avoir accès aux données? Premièrement, il faut avoir une autorisation de réaliser un projet de recherche dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, la fameuse autorisation du DSP, directeur des services professionnels. Ça s'obtient après avoir soumis le protocole, avoir un chercheur dédié, évaluation par un comité scientifique, évaluation par un comité d'éthique. Une fois que tout ça est passé, là, le directeur de services professionnels peut autoriser l'accès. Il faut aussi une autorisation d'accéder aux informations versées dans le dossier médical. Citadel, c'est le dossier médical, c'est la même chose. C'est juste qu'on l'a organisé différemment. Donc, si la personne n'est pas capable, n'est pas habilitée ou n'a pas le droit d'avoir accès au dossier médical pour d'autres raisons, bien, il n'aura pas plus le droit à Citadel. Okay? Il faut que le groupe qui vient faire la demande ait le droit d'y accéder. Si jamais c'est une base de données propriétaire, on va chercher des variables qui appartiennent à un groupe. Okay? Donc, il y a un groupe de patients qui ont consenti juste à certains éléments. Bien, personne ne peut y accéder, sauf si le groupe autorise. Ce n'est pas à nous, Citadel, de dire oui ou non. Il faut que le groupe l'autorise, puis après ça, si c'est autorisé, puis que tout le reste est respecté, là, on peut donner des accès. Il y a un gros schéma de gouvernance. J'attire votre attention sur le fait qu'on est sous l'hôpital. Donc, l'hôpital contrôle l'accès complet à Citadel. La direction de la technologie de l'information a le pouvoir de couper les accès immédiatement à toute l'équipe. Donc, pour ceux qui connaissent le domaine, ils ont un accès root par-dessus nous autres pour tout couper, si jamais il y avait des problèmes quels qu'ils soient. Un comité de gouvernance qui inclut globalement la direction complète de l'hôpital dans toutes les directions. Il y a un responsable de contrôle de qualité qui est complètement indépendant de nous, à qui on a des comptes à rendre, okay? Remettre nos logs, remettre qui a accédé, qu'est-ce qui a été fait, etc. Un comité de pilotage qui décide où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait comme développement. Puis après ça, il y a nous autres qui faisons le travail là, sur le terrain. Donc, moi ici, on a un responsable des opérations, Kip Brown. On a des gens qui font plus du développement, des gens qui font de l'analyse, puis on a un bureau d'accès. Donc, un exemple de cheminement d'une demande. Premièrement, on soumet une demande d'accès. La demande d'accès, elle est faite après, habituellement, que les autres autorisations soient faites. Donc, le comité d'éthique, le directeur de services professionnels et tout ce que je viens de mentionner. Si ce n'est pas fait, on peut répondre à des questions exploratoires, mais on n'active aucun projet. On attend que tout le législatif, l'éthique soit passé. Ensuite, nous, on évalue la faisabilité scientifique et de données. Si c'est possible, on ne le fait pas, c'est pas possible. Si c'est possible, on passe à l'étape d'après où on va plus en profondeur voir les données sont où, puis on estime les coûts et la charge de travail que ça va demander. On fait signer des contrats d'accès aux données, incluant la procédure en cas de problématique. Donc, si jamais où la personne qui demande des accès trouve un problème avec les informations, ils sont obligés de nous le dire pour qu'on corrige et que ça ne se reproduise pas. Donc, des fois, il peut y avoir des problèmes de validation ou même des erreurs de code, ça peut arriver. Signature de contrat. Après ça, transfert de données s'il y a transfert. Sinon, bien, c'est réservation de postes chez nous. Si jamais ils n'ont pas droit d'accès aux données, bien, c'est nous autres qui faisons carrément les analyses.
Puis après ça, la diffusion des résultats. Ce qui est important, c'est en fin de projet, il y a une procédure de fermeture qui inclut destruction de données si jamais il y a eu des données qui sont sorties. On demande un rapport de ce qui est fait, qu'on rend disponible pour fin de transparence, pour que les gens sachent qu'est-ce qui est fait avec les données du Citadel. C'est ça. Puis, on a plein d'autres procédures que je vous épargne les détails, mais il y a des ententes d'accès, il y a des modes opératoires normalisés de bris de confidentialité si jamais ça existe. Si jamais il y en a, j'espère qu'il n'y en aura pas. On a des modes opératoires normalisés de comment on stocke les données, comment on les identifie, comment on l'anonymise. Le tout disponible. Là, ce n'est pas prêt encore, mais on va tout rendre disponible en ligne pour le public. Vous pouvez réviser tout ça, commenter, donner vos commentaires, même sur nos codes de comment on fait. Donc, on pense que c'est comme ça qu'on va s'assurer que ce qu'on fait, c'est la plus haute qualité. Un peu de la même façon que les systèmes d'exploitation Linux et tous ces trucs-là sont développés. S'il y a un bug, il y a plus de chances que si la planète le voit, on le trouve que si on garde ça à l'intérieur. Les forces, presque tout est on pourrait accéder à presque tout ce qui est collégé dans un hôpital. Ça devient accessible ou ça le deviendra, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout amener en même temps. Donc, il y a certains systèmes qui sont en stand-by. On sait qu'on a accès, mais on n'y a pas tout encore. Là, pour l'instant, il y a à peu près 3,8 millions de patients qui ont touché au CHUM. Donc, en théorie, qu'on pourrait avoir des données à leur propos. C'est sûr que les données d'il y a 20 ans, il y en avait moins d'informations que présentement. Donc, c'est sûrement pas 3,8 millions qu'on peut analyser, mais c'est là quand même. Un seul point de contact. Les limitations principales, c'est que, premièrement, même nous, à Citadel, le plus possible, on travaille sur des données masquées. On va voir les données patients seulement pour des fins de validation de qualité ou pour intégrer un nouveau système, pour les croiser. Puis après ça, nous-mêmes, on se limite à des données le plus masquées possible. Okay? Mais ça, vous allez voir, ça donne certains problèmes. Ça complexifie les choses, là. Les données sont très hétérogènes. On peut se retrouver avec 22 sexes. Donc, 22 systèmes. Les 22 systèmes ont le sexe du patient. Là, on va se retrouver avec des hommes, des femmes pour le même patient. Fait que là, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Fait qu'il y a des erreurs, c'est hétérogène. Puis là, j'ai donné un classique, mais croyez-le ou non, les gens n'ont pas le même sexe d'un système à l'autre. Donc, c'est des erreurs de saisie, des trucs comme ça. Puis si ça arrive pour le sexe, ça arrive pour à peu près tout le reste. Donc, il faut vraiment rester à l'affût de ça. Quel système qui a raison, quel qui a tort? Souvent, c'est des données très spécialisées où tu reçois la donnée puis tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il faut que tu trouves un expert de ça pour comprendre c'est quoi. OK? Moi, je les appelle les geeks, là, nos spécialistes de données, des fois, ils voient puis ils disent, ça a l'air d'être une donnée structurée, mais puis là, ils me le montrent, puis ils disent, oui, ça, c'est tel biomarqueur. OK? Fait que Puis même moi, des fois, je ne le sais pas, il faut trouver un spécialiste dans la spécialité pour le faire. On a des voies complexes. C'est une autre limitation. Les lois du Québec sont complexes en matière d'accès aux données et gestion des données. Ce n'est pas la tribune pour en faire le débat, mais il faut les respecter. Okay? Ils sont différents dans l'Ontario, ils sont différents des États-Unis, puis c'est probablement les plus sévères. Donc, il y a beaucoup de frustration des gens qui viennent nous voir du niveau de sécurité qu'on met ou de restrictions. Mais, c'est important pour être sûr qu'on respecte nos malades, nos patients. Mais deuxièmement, il y a des lois. Il faut les respecter. Les données ont souvent besoin de beaucoup d'amour. Okay? Vous allez voir des exemples. Mais des fois, il y a des données qu'on veut utiliser. Ça a l'air d'être là, mais ce n'est pas utilisable tout de suite. Ça peut prendre un peu de travail puis beaucoup de caresses avant de réussir à les convaincre de nous parler. Certaines sources de données sont presque impossibles. Maintenant, avant, je mettais presque impossible. Avant, je mettais impossible. Maintenant, je mets presque impossible parce que dans ce domaine-là, ce qui est impossible il y a 2 mois, maintenant, des fois, ça le devient. Là. Mais j'ai un gros doute sur les données manuscrites des docteurs. Des exemples. Bon, là, il y a du censuré, là. Mais, tu sais, supposons que je veux savoir les transfusions des patients. Avant d'aller avec un autre système, je vois un collègue qui nous a aidés. C'est ce qu'on avait. OK? Fait que extraire ça avec de la reconnaissance visuelle, c'est faisable, mais la qualité, c'est souvent très, très difficile. Puis, vous voyez, il y a des signatures, il y a l'heure de transfusion écrit à la main dans le bas sur même pas une ligne, puis ça change de place un peu sur la page. Pas simple, là.
On a des choses, on veut savoir oui, non. C'est simple, crochet oui, crochet non. Mais il y a des centaines de milliers de feuilles. On a le choix. On envoie une infirmière qui va aller chercher les données puis les ressortir, ou on peut développer des algorithmes pour les extraire automatiquement. On l'a fait, mais ce n'est pas simple tout le temps. Après ça, il y a des systèmes supposément validés. Puis là, on voulait sortir les rapports de kinésiologie. Pouvez-vous m'expliquer comment expliquer ça? Kiné, kin. Puis là, nous, il fallait fusionner les trois. Fait que si je ne fais pas attention, puis on prend juste comment c'est bien écrit, bien, on perd 15 des patients. Puis après ça, on a le truc not available dans le bas. On fait quoi avec ça? Okay, il y en a 1074 dans ce cas-ci. Où on a des prises de sang. Puis là, on a les listés, puis c'est toute la même, finalement, la même sorte de prise de sang, mais ils ont tous des numéros différents de série. Mais finalement, c'est le même résultat. Fait que vous voyez que ça ne veut pas juste dire « je veux tel résultat » puis le prendre. Il faut explorer puis essayer de les comprendre. Des données masquées, ça ressemble à ça. Là, c'est des faux numéros de dossier, là. Mais quand tu encryptes quelque chose, ça ressort un truc de même. Fait que c'est dur de voir si tu as une erreur dans ton code. Tu sais, mettons, tu as 1, 2, 3, 2, 3, 4, puis ceux-là se répètent, mais essaye de voir si les deux lignes sont identiques. Ils ne sont même pas dans ce cas-ci. Mais c'est le même patient pareil. Okay? On a fait ça du hashing. Donc, ça complexifie un peu la manière de travailler. Puis, je vais donner quelques exemples. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, on peut faire plein d'analyses. Ça, c'est un petit exemple d'un pilote qu'on a fait pour voir si on était capable d'utiliser nos systèmes pour faire l'apprentissage machine. Où on s'est dit, on va essayer de prédire, au moment où le patient part de l'hôpital, c'est quoi ses chances de revenir. Présentement, on ne peut pas vraiment le prédire. Okay? On a des facteurs de risque, mais on n'est pas capable de dire si ce patient-là, il a tant de chances de revenir. Fait que ce qu'on a fait, on a lié plusieurs bases de données. Je vous épargne les détails. À l'époque, on avait des systèmes pas très bons, fait qu'on avait fait juste 1 an et demi de données. On a entraîné le système d'apprentissage machine pendant 10 heures seulement, parce que quand on entraînait, ça prenait 100 de nos systèmes, donc on ne pouvait plus faire rien d'autre. C'est ça, l'apprentissage machine, ça prend du calcul. Donc, on avait 12 CPU, 32 GB de RAM, une base de données de 1,5 gigabits. Donc, ce n'était pas la plus grosse, mais pour ceux qui ont déjà joué avec des bases de données, c'est quand même plus gros que ce que vous êtes habitué. 2800 variables. Normalement, quand on fait une analyse, c'est 10-15 variables. Puis, on a reçu ça, c'est des préliminaires. C'est même pas c'était juste tester le système. On a quand même 80 de précision. Donc, dans 80 du temps, on est capable de prédire qu'il allait revenir à 30 jours à l'hôpital avec ce genre de données-là, avec juste 1 an de données. Puis ça, c'était validé prospectivement aussi, donc sur les derniers de plusieurs mois de données. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on est capable maintenant d'y accéder puis de faire des choses qui peuvent vraiment changer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pour l'instant, rien, parce que ce n'était pas un projet structuré, mais on pouvait facilement imaginer comment un hôpital pourrait décider d'intervenir sur les patients qui sont à haut risque de revenir. Parce qu'on peut même prédire c'est quel genre de patients, d'où ils viennent, c'est quoi leur diagnostic, augmenter leur risque, etc. Et je termine avec une démo avant la conclusion. La beauté de la chose, quand on se connecte sur un lac, c'est qu'on n'a pas besoin de faire... en fait, on peut manipuler la donnée en direct. Okay? Donc là, ce que vous voyez à l'écran... Il va falloir changer l'écran. Merci. Bon, ça, c'est du code, mais je vais me connecter à Citadel. Et tabarouette. Je vais même faire un bug en temps réel. Je l'ai parti tantôt. C'est gênant. Donnez-moi une fraction de seconde. Donc, vous voyez Linux. Ça, j'ai un de mes collègues tantôt qui me dit « Michael, quand tu fais du live, tu peux te mettre dans le trouble. » Reset, ça marche tout le temps. OK. Donc, petite démonstration. Donc, ça, ici, on s'est connecté sur quelques systèmes de diagnostic puis administratifs de l'hôpital. Puis là, on est carrément connecté sur l'hôpital. OK?
Donc, mettons, on veut savoir le nombre d'hospitalisations depuis 2013 par mois. Ici, on a fusionné d'hôpitaux, donc on choisit les hôpitaux qu'on veut, puis là, je fais faire l'analyse. Ça va prendre quelques secondes parce que là, on s'en va dans l'hôpital, on joue avec les données. Ça prend à peu près 8 secondes, celle-là. Non. Fait que là, on voit une drop à la fin parce que c'est là que les données arrêtent. Donc, comme le mois n'est pas complété, mais on n'a pas encore eu le nombre de patients usuels. Vous voyez la drop ici que vous voyez, c'est le déménagement du nouveau CHUM. Donc, ça, c'est le total des patients d'avant. Ça se promenait. Les creux ici que vous voyez, c'est Noël. Il y a moins de chirurgie, moins d'admission. Ça, c'est sur 5 ans. Drop du déménagement, puis la reprise des activités de l'hôpital. Ici, j'ai tronqué au mois de juillet. Fait que, on n'a pas eu donné jusqu'à maintenant. Puis, de façon plus poussée, on peut aller voir un autre exemple avec, mettons, des médicaments. Qui les utilise, pourquoi. Donc, supposons que je veux savoir, je vais faire un qu'on a trouvé par accident en faisant nos tests. Donc, vous voyez qu'on n'a même pas besoin d'avoir des listes préfaites. Je peux taper mes mots, ça cherche dans le système. Là, je cherche des catégories d'antibiotiques. Je cherchais des combinaisons de pénicilline. Je vais aussi mettre les carbapénem. Donc là, ce n'est pas des champs prépopulés. Ça interroge l'hôpital en temps réel. Là, il va me dire c'est quoi les médicaments qu'il trouve qui correspondent à ces catégories-là. Fait que si je veux comparer ce médicament-là avec ce médicament-là, là, c'est les dates. On fait calculer le système. Voyez-vous ici, il y a une drop dans l'utilisation de pipéracilline. Fait que là, quand j'ai vu ça, je me pensais qu'on avait un bug dans nos données. Je me disais, pourquoi il y a un crash, c'est juste là. Bien, voyez-vous la bombe qu'il y a ici, avec le méropenem, c'est 2 antibiotiques de classes différentes, mais qui sont un peu équivalents en clinique comme effet antibiotique. Ce qui s'est passé, c'est que la pyrépéracilline était backorder. Il en manquait. Okay? Fait que les médecins, ce qu'ils ont fait, ils ont pris l'autre catégorie à côté, fait qu'il y a une bump. Puis là, il y en a d'autres qui se ressemblent, c'est que si j'ai additionné toutes, vous voyez toutes les bumps dans les autres. Ça, c'est du descriptif, mais vous voyez, là, je suis connecté direct. Puis je peux faire n'importe quelle analyse, en fait. Puis si je veux, je peux aller plus loin, puis je pourrais dire, dites-moi, sur ces 2 antibiotiques-là, c'est quoi les top 5 diagnostics qui les ont utilisés dans les 5 dernières années? Fait que là, il va aller voir les diagnostics, il se promène. Comme vous voyez, je suis en temps réel. Vous ne voyez rien de confidentiel, on voit juste des agglomérés. Même si vous regardez mon code, il n'y a rien qu'on peut voir, mais pas de mot de passe. Puis, il calcule encore plus, c'est plus long, parce que là, j'ai croisé, premièrement, il croise plusieurs systèmes, les systèmes administratifs, les systèmes de pharmacie, systèmes de diagnostic, puis système administratif, il y en a plusieurs. Puis là, c'est probablement la pire analyse parce qu'il prend les diagnostics, puis il y en a des milliers. Ah, bon, c'est sorti. Fait que là, on voit que, visiblement, le plus utilisé pour le piptazo, c'est les patients qui ont eu des chirurgies cardiaques. Ici, maladie athérosclérotique. Non, donc c'est des pontages. Les patients qui ont été opérés utilisaient plus de pipéracilline dans cette cohorte-là. Ce qui fait du sens parce qu'on a un hôpital à haut débit en chirurgie cardiaque, puis ces patients-là, malheureusement, des fois, ont des complications. Fait que, bref, c'est un peu le genre de truc que vous pouvez voir en temps réel, mais là, ça vous montre la puissance que si vous avez un modèle prédictif, un modèle, vous êtes un hôpital, vous voulez faire de la qualité-performance, bien, avant, vous aviez un patient à la fois, vous faisiez des revues de dossiers ou des collectes prospectives. Là, vous êtes capable d'aller interroger les systèmes puis tout croiser. J'ai oublié mon clicker. Donc, en conclusion, je vais vous montrer le 2 minutes, ça tombe bien. Citadel, c'est un outil puissant, essentiel au développement de la science de la donnée. Sans ce genre de stratégie-là, vous ne pouvez juste pas en faire des analyses à grande échelle, de la qualité-performance à grande échelle. Et lorsqu'on parle d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine, on ne peut pas. Ça vous prend beaucoup de données, beaucoup d'informations, puis il faut être capable d'y accéder tout de suite. Il ne faut pas attendre pendant 3 ans, parce que sinon, on ne produit pas. Puis Citadel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fait vraiment avec en tout respect des considérations particulières à la santé. Si vous voulez faire du big data en transport, il y a des datasets disponibles en ligne gratuits. Okay? Puis à peu près tous les domaines, vous avez beaucoup de données disponibles sans rien. Sans avoir besoin d'accès à aucune autorisation. En santé, ce n'est pas la même chose. Il faut respecter la confidentialité, puis ça prime tout le temps, puis les lois priment tout le temps. Puis, nous, on a réussi à faire quelque chose qui, nous croyons, est vraiment dans le respect de tout cela, mais aussi qui permet de faire de l'innovation puis du développement de la science de la donnée en santé. Quelques coups de cœur qu'on m'a demandé de présenter. Sur le site de JAMA, c'est un journal médical. Il y a vraiment une grande série sur à peu près les plus grandes
trouvailles récentes en apprentissage machine, Big Data en santé. Donc, je vous recommande, vous pouvez lire vraiment qu'est-ce qui s'en vient, comment on fait des recherches en utilisant l'intelligence artificielle en santé, les limitations que ça a présentement. Donc, c'est vraiment une belle série. Puis l'autre, c'est pour ceux-là qui veulent vraiment s'y mettre, comprendre c'est quoi mathématiquement, de côté informatique. La Bible, l'apprentissage machine, ça s'appelle simplement Deep Learning, écrit par Yoshua Bengio, Ian Goodfellow puis Aaron Corville. C'est disponible, vous pouvez l'acheter sur Amazon, mais c'est disponible au complet en ligne, gratuitement. Ça prend peut-être un petit background en mathématiques, si ça vous tente de vous embarquer là-dedans. Je vais prendre les questions. Donc, on va attendre la première question. Ça ici, c'est, vous voyez, une unité de l'hôpital au CHUM. Puis, c'est le soin intensif. Puis, juste pour le fun, je voulais juste voir, en me connectant direct, d'où est-ce que les patients arrivaient dans l'hôpital. Puis, la grosseur de la bulle, c'est lequel nos meilleurs fournisseurs, entre guillemets, les patients d'où qui viennent le plus. Puis, ceux-là qui connaissent l'hôpital, ils vont reconnaître les étages, là. Oui, je vous demanderai de juste vous déplacer vers le micro qui est ici, vous présenter et de poser votre question. Sinon, j'ai aussi un micro volant au pire pour le reste de la salle. Parfait, merci. Alors, bonjour, je suis Yann Deschêtres, neurologue ici au CHUM. Vous avez mentionné les problèmes quand c'est des données qui sont un peu sensibles ou très sensibles. Mais si on veut faire une collaboration avec un autre centre hospitalier dans le monde, bien, eux, ils ont peut-être les mêmes règles. Alors, comment on fait pour mettre ensemble différents centres hospitaliers? C'est une question qui revient beaucoup. Présentement, tout ce qui est au CHUM reste au CHUM. Tout ce qui est à McGill reste à McGill. Ça, c'est quand il n'y a pas de consentement. Parce que dans l'hôpital, tu peux contrôler la sécurité, puis tu peux réduire les risques de réidentification et tout en restant chez toi. Donc, ça, c'est correct, ça peut être autorisé. Croiser inter-établissement, la loi ne nous le permet pas présentement sans consentement. Sur des données dénominalisées. Là où c'est potentiellement possible, c'est sur des données anonymes. Les données anonymes, parfois, peuvent sortir de l'hôpital. Anonyme, c'est qu'on ne peut plus jamais identifier le patient. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu sors une donnée anonyme, comment tu fais pour la croiser si c'est anonyme? Parce que l'anonyme, en théorie, tu n'es pas capable de la croiser. Donc, c'est un problème qu'on travaille. Il y a des nouvelles technologies qu'on parle, qui s'appellent l'analyse distribuée, où les données restent à chaque hôpital et on pourrait analyser en laissant les données à chacun des hôpitaux. Donc, sans que la donnée transige, on pourrait faire l'analyse quand même. On est en travail pour essayer de développer ces genres de stratégies-là. Okay? Il y a aussi des possibilités avec consentement. Donc, quand le patient, tu l'as approché, tu lui as demandé, tu vas dire, regarde, on va prendre tes données de façon dénominalisée, on ne saura pas t'es qui, puis on va croiser avec d'autres patients, mettons à McGill, pour faire tel projet, acceptes-tu? Puis là, on a des banques de patients qui ont dit oui. Puis, à ce moment-là, là, on peut faire les analyses. Okay? Est-ce qu'il va y avoir des changements dans la loi prochainement pour nous le permettre? Peut-être, selon certains barèmes, mais pour l'instant, ce n'est pas possible, en tout cas pas sans explorer des nouvelles technologies, comme j'ai parlé. Ça va au point tel que ces données, entre autres le dossier de Santé Québec, qui même à partir de l'hôpital, moi j'y ai accès comme médecin, je ne peux pas croiser ça avec Citadel. Parce que ça vient de l'extérieur, je n'ai pas le consentement du patient, donc je ne le fais pas. Bonjour. Est-ce que vous pensez que les datas vont présenter un biais en fonction de la population de votre hôpital ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre en considération? C'est une excellente question. Oui, c'est sûr que c'est un biais. Parce que là, présentement, on a juste l'hôpital. Donc, c'est une analyse populationnelle de l'hôpital ici. Si on veut faire une analyse de tout le Québec, bien, il faut croiser tout le Québec pour réduire ces biais-là. Donc, la considération, c'est un biais de sélection. Là. On a sélectionné la population qui est venue chez nous. Donc, s'il y a des analyses qui viennent de ce système-là, il y en a, je vous le dis tout de suite, ça va être en prenant en considération que c'est selon les caractéristiques des patients qui sont venus chez nous. Puis ça, dans le cas de la recherche, c'est aux chercheurs d'être au fait de ces limitations-là.
Okay? Ce n'est pas tant à nous de dire, bien, compte tenu que tu ne considères pas ce 22e biais-là, ben, tu n'as pas accès. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On recommande aux gens d'avoir des bonnes pratiques, penser aux biais. Après ça, le peer review, donc l'évaluation par les pairs, lorsque va venir le temps de la soumission, va évaluer ce niveau de risque-là, si le biais est suffisant pour rendre les données invalides. Mais ce qu'on peut dire, c'est que de façon interne, ce qu'on observe chez nous, c'est la réalité qui est arrivée ici. Merci. Benjamin Rioux-Massé, médecine transfusionnelle. J'ai manqué le début, peut-être tu en as parlé. Je comprends le concept que c'est par hôpital, sauf qu'on a un système de santé unique qui est chapeauté par le même ministère de la Santé. Le jour qu'on va avoir le même dossier médical informatisé, ou si on y atteint, c'est l'objectif, si on avait le même dossier médical informatisé, est-ce que ça faciliterait l'autorisation d'analyser toutes les données de la province au complet? Puis sinon, bien, il y a assurément la représentation à faire au ministère pour changer ça en même temps que le changement des dossiers médicaux informatisés, parce que ça va permettre d'accéder à toutes les données puis diminuer tes biais, puis le croiser avec les autres bases de données qui sont québécoises. Puis mon exemple, bien, c'est Traceline, parce que c'est dans mon domaine. Oui. Bon, deux points dans la question. Premièrement, est-ce que le fait d'avoir un système facilite? Bien sûr. Si tout le monde parle français, c'est bien plus facile de comprendre que s'il y en a qui parlent français puis il y en a qui parlent anglais. OK? Puis l'espagnol, puis bon, vous voyez où est-ce que je m'en vais. Par contre, est-ce que présentement, on a vraiment besoin que tout le monde soit sur le même système? Encore là, je vous le dis, je préférerais que oui, mais ça n'arrivera pas. Juste dans notre hôpital, il doit en avoir 200. OK? Fait qu'on ne réussira pas à avoir un seul système. Donc, c'est pas tant, ça ne limitera pas le fait que, présentement, si la loi l'autorisait, on est capable de tout relier. OK? Puis faire les analyses. C'est plus compliqué que si c'était un seul système, mais oui, ça se ferait. La seule raison pourquoi présentement on ne peut pas le faire n'est pas technologique. C'est tout simplement législatif. Puis, on vit avec ça, là, c'est ce qu'on doit respecter. Félicitations. 2 questions. Le patient qui vient du CHUM a sa prise de sang dans un CLSC à Montréal-Nord qui est envoyé au CIUS X. Je reçois le résultat, je le fais et je le numérise dans le dossier du CHUM. Donc, le résultat a été fait ailleurs, mais maintenant, je l'ai numérisé sur Oasis. Est-ce que cette valeur-là est accessible? Si la donnée a été mise au dossier médical par l'équipe traitante, ça devient une partie du dossier médical du CHUM. Donc, c'est accessible. Ceci étant dit, les données qui viennent de l'extérieur, qui ont été intégrées au dossier, absolument ne sont pas informatisées, sont scannées. Donc là, ça nécessite du OCR, de l'extraction de texte scanné, qui est faisable, mais c'est beaucoup plus compliqué que lorsque ça vient directement du système. Est-ce qu'on serait capable d'extraire cette donnée-là de façon directe via DSQ? Oui, mais on n'a pas le droit de le faire. Vous comprenez? Parce que ça ne fait pas partie du dossier ici, donc on ne le fait pas. On a le droit lorsqu'il a été numérisé. Bien, s'il est rendu dans notre dossier, ça fait partie de notre dossier, donc on peut l'utiliser. Maintenant... Parce qu'en passant, pour que ça arrive, là, pour que les gens qui ne sont pas au fait, mais les patients doivent consentir. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de signer dans le bas de la page, mais si le patient arrive avec sa feuille et t'a donne, bien, il a consenti à ce que tu la mettes dans son dossier, il t'a donne pour que tu la mettes dans son dossier. Puis, quand on fait venir un dossier de notre hôpital, mettons aux soins intensifs, on remplit un document qui demande l'autorisation de faire venir le dossier pour l'intégrer au dossier de notre hôpital. Donc, ça, c'est avec consentement, c'est pour ça que c'est possible. L'autre question est peut-être un peu plus compliquée à répondre, là. Malheureusement, au Québec, on a des laboratoires qui ont des techniques de dosage et des valeurs de référence qui diffèrent l'un de l'autre, ce qui fait en sorte que le chiffre associé avec un dosage de l'ALT n'est pas le même pour la même spécimen entre Montréal, Saint-Jérôme, Chicoutimi et Québec. Est-ce que vous êtes attardé à ce genre de problématique-là? On commence à les voir, même dans le système lui-même, dans le temps, les choses changent. Quand ils changent de système ou quand ils changent de calibration et tout. Ça fait partie de l'art
de la science de la donnée. Comment est-ce que tu traites l'information? Puis, tu le vois, là, tu vois des pics qui arrivent, que tu dis, ce pic-là ne peut pas être dû à la chance. Pourquoi c'est arrivé? Puis il faut que tu explores tes données pour les expliquer, puis après, tu dois en tenir compte dans ton analyse. Puis il y a des manières de faire. Donc, Citadel, nous, ce qu'on fait, on ne change pas la donnée. On conseille les gens, puis on peut même faire l'analyse, mais c'est vraiment au groupe qui va utiliser la donnée qu'on remet la responsabilité de s'assurer de la qualité de la donnée. OK? Donc, nous, il y a des données qu'on va donner, puis on va dire, ça, là, moi, c'est ça qui est dans le système. Je te le dis, ça, on peut garantir que c'est ça qui est dans le système, mais est-ce que c'est vraiment la qualité? C'est à toi de vérifier. Puis il y a des méthodes pour le faire, puis on peut aider aussi pour comment le faire. Merci. Bonjour. Petite question. Tantôt, vous avez dit, si un chercheur veut avoir accès à des données, il faut avoir les autorisations préalables. Mais si, avant d'arriver même à un projet de recherche, un chercheur a besoin d'explorer les données comme vous venez de le faire, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? En fait, là, je suis en direct, puis c'est une chose qui commence à apparaître. On savait que ça arriverait, mais cette semaine, j'en ai eu plein de ce genre de demandes-là. Pour l'instant, j'ai mis tout en suspens. La réponse, en théorie, on peut. Okay? La seule chose, c'est que présentement, on ne l'a pas programmé comme tel. Parce que pour faire ça, il faut que je crée une espèce d'interface de même qui rend complètement hermétique le patient. Complètement. Il ne faut pas qu'il y ait aucune, zéro, que ce soit 100% anonyme. Okay? Donc, pour l'instant, on ne peut pas laisser les gens aller questionner pour voir il y a combien de patients qui ont eu telle chose. Okay? On va pouvoir faire ça juste le jour où on va pouvoir garantir que les gens qui font ça, c'est 100% hermétique. Okay? Donc, supposons que vous voulez savoir il y a combien de patients qui ont eu telle maladie. Pour l'instant, il faut y aller à la pièce, il faut venir nous voir, il faut nous demander de faire la requête, sortir le chiffre. Nous, on s'assure que le chiffre qui sort est correct. Puis là, en théorie, oui, on peut vous le fournir parce que c'est une donnée globale qui n'est pas utilisée pour des fins de recherche, c'est juste pour préparer quelque chose. Puis là, c'est à vous, comme chercheur, de savoir que vous ne pouvez pas utiliser cette donnée-là pour faire la recherche. Vous pouvez l'utiliser pour préparer votre projet, mais vous ne pouvez pas faire la recherche avec cette donnée-là. Et donc, pour des questions Facebook, Lynn Sergerie, étant archiviste médical s'occupant de la recherche au CHUM, ceci m'intéresse beaucoup. Est-ce que la base de données médicaux, codification par les archivistes médicaux, va être accessible via Citadel? Elle l'est. Le machine learning que je vous ai montré, c'est les codes diagnostiques. Je ne sais pas si la personne regarde en ligne. Oups, j'ai passé. C'est des codes médicaux. C'est des codes SIM10, là, extraits médicaux. Et de Georges Gonzalez, on a la question, les données sont ou éventuellement seront disponibles dans le cloud ou le cloud n'est pas encore très sécuritaire pour garder ce type de données très confidentielles? Exactement. C'est pour ça qu'on n'a pas de cloud. On ne peut pas garantir que ça va être confidentiel dans le cloud. Peut-être que ce l'est, mais ce n'est pas du tout notre expertise. Donc, on a acheté nos propres hardware, nos propres machines qui sont derrière les murs barrés, comme les dossiers médicaux du CHUM. Donc, les serveurs de ça sont dans la même armoire que les serveurs de l'hôpital, physiquement. Donc, puis inaccessible de l'extérieur de l'hôpital, physiquement. Et dernière question de la même personne, c'est si jamais le projet est développé au niveau provincial avec tous les hôpitaux, vous pensez que ce serait encore viable d'avoir des données dans un tel lac que Citadel n'est pas propre dans un entrepôt, étant donné la quantité d'espace de serveurs et bases de données que cela pourrait consommer? En fait, je répondrai par l'opposé. C'est impossible autrement. C'est-à-dire que Amazon, Google, ils n'ont pas un serveur, ils n'ont pas un entrepôt. Ils ont 150 000 ou 200 000, je ne sais pas, d'ordinateurs qui laissent les données partout. Puis quand vous googlez, je vous garantis que le site Web que vous allez voir, il n'est pas sur le serveur de Google. Il est sur un autre serveur ailleurs. Okay? Puis toutes leurs grandes analyses se font de façon distribuée, en laissant la donnée où elle est, puis en l'analyser à la demande. Je crois qu'au Québec, c'est sûr qu'on peut en débattre pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais partout au Canada ou même au monde, si on veut faire des analyses sur 150, 200, 800 hôpitaux, on n'y arrivera pas en transformant la donnée prospectivement, en disant l'ALT va être la même partout, puis on va la mettre à tel endroit dans un hôpital, puis on n'en finira pas. Je pense qu'il faut que ce soit partout. On a ce genre de structure, donc c'est une méthode de travail. Puis après ça, par projet ou par analyse ou par grand projet, même qui pourrait inclure 150 projets, on se connecte où ce qu'on a besoin et on fait les choses à la demande. Je ne vois pas comment on peut faire autrement dans l'état actuel des choses.
Donc, merci beaucoup. On applaudit. Bravo. Merci. Donc, une petite note pour dire que le 9 avril à midi, il y aura une rencontre spéciale Miam qui sera la rencontre pour parler. Ça sera Ubisoft et ce sera Yves Jacquier qui présentera Ubisoft le 9 avril. Merci.